Bonjour à vous toutes. Bonjour à Nicolas, c'est le seul garçon, je pense. Moi, je suis ravie de vous rencontrer. Alors, c'est vrai que nous avons des réunions particulières maintenant, puisque on ne peut plus se voir, on n'est pas dans l'amphi. Mais il y a au travers de ces vidéos un vrai lien que l'on entretient dans notre réseau. On fait des réunions de bureau, des réunions de conseil d'administration au niveau de nos départements, au niveau national. Les groupes de travail se réunissent, on arrive à continuer à fonctionner. Et je vous avoue que je suis assez surprise par la maîtrise que nous avons maintenant de la technique et le nombre de réunions parfois même compliquées qui se mettent en œuvre. La semaine dernière, j'avais une réunion du COPA où nous avions une audition importante. Nous étions 127 connectés et la traduction en 6 langues. Et techniquement, c'est possible. Donc, c'est quand même extrêmement impressionnant. Alors, c'est pas du tout moi qui suis aux manettes, hein, parce que autant je suis à l'aise pour bricoler l'électricité à la maison ou dans l'élevage, mais alors sur le domaine des visios, c'est pas mon truc, mais ça marchait à merveille. Et on a besoin de cela. Et je peux vous dire que les réunions physiques que l'on a maintenant, avec les conditions sanitaires et gestes barrières, on voit combien toutes apprécient que l'on puisse se retrouver physiquement, se voir, sourire, échanger, lever un verre. Dans le syndicalisme, nous avons une habitude de relation, une habitude de convivialité, et c'est extrêmement important de baser notre fonctionnement sur les relations humaines. Ça explique aussi le ressort de notre engagement. Pourquoi sommes-nous engagés dans le syndicalisme? Pourquoi sommes-nous engagés? Tout simplement, parfois, parce que je sais que beaucoup d'entre vous sont engagés au-delà des responsabilités syndicales, que ce soit à la mairie, n'est-ce pas Jacqueline, que ce soit dans des associations, dans des organisations ou même dans des groupes de travail. Et les agricultrices ont la réputation, et c'est une réalité, d'être très engagées, parfois même piliers d'un certain nombre d'associations dans les communes, que ce soit Famille Rurale ou que ce soit l'Appel ou l'OGEC lorsqu'on s'occupe des enfants, les clubs sportifs, les troupes de théâtre, les agricultrices qui savent s'organiser pour avoir un temps choisi à la fois pour le travail de la ferme et les engagements à l'extérieur, en proximité, ont cette qualité-là. Vous m'avez demandé de témoigner sur mon parcours et sur les raisons de mon engagement et comment je m'organise. Alors, je vais le faire assez vite. Peut-être d'abord dire que j'ai toujours eu le gène de la responsabilité parce que mes parents eux-mêmes étaient engagés tous les deux à la JAC, papa chez les filles, maman chez les garçons. Ils se sont d'ailleurs connus à une coupe de la joie. Elle était responsable des filles, il était responsable des garçons. Et ils se sont trouvés dynamiques, esprit d'entreprendre. Et donc, de cette union sont nés 4 enfants, dont tous les 4 aiment prendre des responsabilités. C'était vrai aussi sur la ferme très jeune, parce que j'aimais prendre la responsabilité, qui des veaux, qui de ci, qui de ça, et même dans la maison. Et puis ça s'est traduit ensuite à l'école, pendant la scolarité, déléguée de classe, une fois, capitaine de l'équipe de handball, organisatrice des voyages, des déplacements, des commandes de livres, des commandes de chocolat. Il doit y avoir un truc quand même, parce que quand on aime prendre des initiatives, finalement, on arrive à le faire dans pas mal de domaines. Et donc, quand je me suis installée à 19 ans avec mon BTS en poche, c'est vrai que c'est vachement difficile de se retrouver seule dans un village où il y avait certes 5 familles, mais pas de gens jeunes, pas de jeunes agriculteurs. J'ai ressenti un vide immense de passer de la vie étudiante à la vie d'agricultrice dans mon petit village du Cantal. Et donc, le besoin d'aller vers les autres a été très fort. J'avais gardé mon équipe de handball, mais alors il y avait 100 km, donc j'arrivais juste 5 minutes avant le coup de sifflet. Heureusement, j'étais gardien de but, donc j'avais pas besoin de trop réchauffer. Mais j'ai recréé une équipe de handball dans ma commune, là où j'étais devenue agricultrice. Et puis, dès qu'il y a eu une proposition de réunion JA, j'ai participé à la réunion Jeunes. Et là, ça a été un peu le choc parce que tous ceux qui étaient là avaient entre 33 et 35 ans, parlaient de quitter les JA et l'équipe allait sombrer. Et donc, on a fait de la relance syndicale, on a fait du porte-à-porte, on a fait des réunions dans les communes en invitant tous les jeunes agriculteurs. Et ce qui était extrêmement intéressant, c'était vraiment l'envie de tous ces jeunes de se retrouver et de parler de leurs projets communs et de leurs problèmes communs. Alors, je le dis dans cet ordre-là, même si souvent, on parle plus souvent des problèmes que des projets, malheureusement. Mais quand on est jeune, on a beaucoup de projets. On était très nombreux à être en phase d'installation. J'ai retrouvé dans le syndicalisme jeunes agriculteurs l'esprit potache, l'esprit jeunes étudiants, avec certes des engagements, du travail,
mais aussi la capacité de lâcher prise, d'être un peu insouciant parfois, de faire la fête, ce qui est très important aussi. J'ai eu la chance de rencontrer des responsables charismatiques au CDJA du Cantal, Michel Teissédou, Michel Faux, qui était venu en général, il était président des jeunes agriculteurs, il était capable avec un discours de soulever les foules et de faire se lever 350 jeunes qui applaudissaient à son propos, capable aussi de montrer qu'il y avait en même temps que beaucoup d'espoir et d'enthousiasme, une vraie connaissance des dossiers, une vraie compétence, et c'est ce que j'ai trouvé intéressant. Nous avions tous un intérêt pour les sujets agricoles et nous avions tous la volonté d'améliorer notre condition et le sort des agriculteurs et de porter la voix des jeunes agriculteurs. Et c'est vrai que le CDJA a été pour moi une école de formation exceptionnelle qui m'a donné de l'aisance là où je n'en avais pas, notamment pour la prise de parole parce que j'étais quelqu'un de plutôt timide et réservé. J'avais une sœur aînée qui était très à l'aise et y compris à l'oral. Et moi, j'étais plutôt timide et réservée. Et en fait, j'ai fait des stages, je me suis formée et j'ai appris. Et puis, au contact des autres, et quand on est dans un domaine que l'on connaît, finalement, on se sent peu à peu plus à l'aise et on travaille plus, on s'investit plus et on arrive à faire des choses qui nous surprennent. Et je crois que beaucoup d'entre vous, lorsque vous témoignez, vous vous dites aussi, jamais j'aurais imaginé, quand je me retourne 10 ans après, que j'étais capable de conduire tel dossier, d'organiser telle réunion, de prendre la parole dans telle circonstance. Alors, ce qui est toujours très intéressant, et comme je sais que vous avez entendu Arnaud Rousseau ce matin sur le thème de FNSEA 2025 et sur la nécessité de rénover la FNSEA, mais aussi d'attirer de nouveaux profils, à la fois agriculteurs et responsables, c'est de se demander quel a été le déclic. Pour chacune d'entre vous, quel a été le déclic? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, vous vous êtes dit, tiens, ça c'est bien, je m'engage, j'y vais. Je dis, j'accepte une responsabilité. Me concernant, il y a eu beaucoup pendant ma scolarité et après au contact des agriculteurs voisins de la défiance en disant une fille ne peut pas s'installer célibataire, c'est pas possible, tu n'y arriveras pas. J'avais 19 ans, je suis devenue agricultrice à côté de la ferme de mes parents. Donc il y avait évidemment le fait de dire c'est mon choix, j'aime ce métier, même si j'en ai entendu beaucoup de négatifs, parce que beaucoup me disaient tu es brillante à l'école, tu réussis tes études, tu ne devrais pas être agricultrice. Moi, mon truc, c'était de bosser physiquement dans l'exploitation, et c'est vraiment ce que je voulais faire. Et donc, c'est un peu un défi, en quelque sorte, à relever, montrer que c'était possible pour une jeune fille qui aime ce métier-là, de travailler, puis d'avoir la responsabilité d'une exploitation agricole. Et puis après, le déclic pour l'engagement, ça a été des rencontres. Donc, les jeunes que j'ai rencontrés au niveau du CDJA du Cantal, les responsables nationaux, je les ai cités, Michel Teissédou, Michel Faux. Et quand j'étais en BTS agricole, j'avais entendu un vice-président du CNJA qui était de Haute-Loire, agriculteur à 1100 mètres d'altitude et qui était venu présenter l'agriculture en faisant un panorama extrêmement large de la situation agricole. Et je me suis dit, waouh, c'est quand même impressionnant que quelqu'un qui est agriculteur en montagne, hyper pris dans son exploitation, soit capable aussi d'avoir cette vision panoramique et l'envie de s'engager. Si c'est le syndicalisme qui lui confère cette capacité, ça doit être extrêmement bien. Donc évidemment, ça a été une première porte d'entrée très positive de jeunes agriculteurs et du CDJA. À l'époque, on disait CDJA sans avoir un gage. Et ça m'a donné envie de m'engager. Et donc, j'ai eu la chance de pouvoir le faire. Après, j'avoue aussi que le fait d'être une femme a été facile. Ça a été facilitateur pour moi parce que dans les équipes JA, il y a une vice-présidence féminine statutaire. Donc, il faut trouver une femme, comme ils disent. Il nous faut une femme dans les équipes, n'est-ce pas, Manon? Et il fallait une femme vice-présidente pour faire le triumvirat. Et donc, au CDJA du Cantal, ils m'ont dit, bah, écoute, si, il faut absolument que tu viennes, on a besoin de gens qui s'engagent, etc. Et dans d'autres organisations, il n'y a pas cette vice-présidence féminine statutaire, ce qui fait qu'il y a peut-être moins d'incitation à s'engager. Après, il y a la façon d'accueillir, et c'est vrai qu'au CDJA du Cantal, moi j'ai eu un accueil très agréable avec tout de suite la proposition de faire des stages de formation, ce que j'ai fait à l'IFOCAP. Un mois après avoir été élue présidente cantonale, je me suis formée à l'IFOCAP, et ça donne beaucoup d'assurance, ce qui me manquait, pour organiser des réunions, pour avoir de la méthode, pour prendre des notes, pour prendre la parole. Et j'ai essayé tout au long de mon parcours de toujours réserver du temps pour la formation. Une formation macro,
connaissance économique, connaissance des sujets sociétaux, qualité pour la négociation, bref, des formations qui étaient proposées. Et j'ai essayé de garder toujours 1 à 2 jours par an pour suivre des formations. Je l'ai fait jusqu'à mon accès à la FNSEA au bureau, parce que j'ai toujours trouvé ça très intéressant. Et encore après, j'ai aussi suivi des formations, notamment pour la prise de parole, parce que l'aspect communication et expression devenait très important, non seulement sur les sujets techniques, complexes et controversés, et c'est très important de savoir parler en dehors de nos cercles purement agricoles. Alors, si j'ai ensuite foncé, c'est aussi parce que j'ai un tempérament de fonceur. J'aime prendre des responsabilités, j'aime animer des groupes, j'aime conduire des projets et je n'ai pas subi ma responsabilité. Par contre, trop souvent, on entend des responsables dire « Oh là là, c'est dur, on se fait engueuler, c'est pas facile d'être responsable, on est loin de sa famille tout le temps ». On présente que les aspects négatifs, ça donne pas forcément très envie aux jeunes de venir. Alors que, et je sais que vous le faites pour beaucoup, c'est on se retrouve entre nous, on fait des projets ensemble, on se sent plus solide et plus à l'aise quand on est soutenu par les autres. C'est aussi de cette façon-là qu'il faut présenter les responsabilités, mais aussi dire quel projet on porte, qu'est-ce qu'on fait avancer. Et moi, ce que j'ai bien aimé dans mes responsabilités, notamment au niveau local, dans mon CDJA, puis à la FDSEA du Maine-et-Loire, c'est on prend un dossier, on le gère et on peut le clore. On prend un dossier, on le fait avancer, c'est réglé et on passe à autre chose. Ce qui est le plus difficile, et c'est un peu ce qu'on vit en ce moment sur certains sujets, c'est qu'un problème chasse l'autre et on règle des sujets, mais il arrive d'autres sujets plus compliqués et on a l'impression que c'est une bouteille à l'encre et que c'est jamais fini. Je vous donne un exemple. Si je suis en retard avec vous, c'est que nous étions en discussion en visio avec Madame Pompili, la ministre de l'écologie, avec 3 collègues, Thierry Coué, responsable environnement, Hervé Lapie, vice-président, et Christian Durlin, responsable phyto, sur le sujet du plan pollinisateur abeilles. Et on a eu un mur devant nous, mais un mur. Quelqu'un qui ne veut pas entendre qu'il faut aborder le sujet abeilles en parlant phyto, mais en parlant aussi alimentation des abeilles, sanitaire des abeilles, impact du changement climatique sur les abeilles. Elle a décidé de signer un arrêté le 18 qui ne concerne que le sujet phyto, aucun des 3 autres piliers. Elle veut le faire parce que c'est un engagement politique. On lui dit que ça va être compliqué, que ça va braquer tout le monde et que ce n'est pas la solution. Mais on a eu en face de nous un mur. Donc à 17h30, on a un autre rendez-vous, cette fois-ci avec un conseiller de Matignon, et on va essayer de déployer d'autres arguments qu'elle n'a pas voulu entendre, notamment sur les distorsions de concurrence créées. Et sur ces sujets-là, il faut à la fois avoir la maîtrise technique parfaite, pour ça que c'est bien d'avoir aussi des experts à côté de soi. On ne peut pas connaître tous les dossiers super par cœur, mais il faut quand même avoir une connaissance d'un certain nombre d'entre eux. Il faut être capable de demander aux experts d'accompagner, mais à un moment, la décision et la négociation, c'est vraiment le président, la présidente qui sent qu'à l'intuition de comment ça se passe et à quel moment il faut agir ainsi. Et vous voyez, j'ai participé avant-hier à une session de formation à l'IFOCAP. Au mardi de l'IFOCAP, c'était sur le leadership et comment le leader peut décider dans une situation complexe. Alors, c'était un général, un militaire qui parlait. C'était extrêmement intéressant. Et c'est très précieux parce que, en tant que responsable et président de la FNSEA, il y a une pression importante sur les épaules, vous le savez. Il y a une pression externe, des pressions externes, mais il y a aussi une pression interne, notamment quand on arrive dans certaines périodes complexes comme celle que nous vivons en ce moment avec la réforme de la PAC, par exemple. Et il faut être capable de supporter cette pression. Supporter cette pression, c'est écouter tout le monde, se faire une conviction, une intime conviction, comme disent certains, et puis ensuite essayer de prendre de la hauteur et de dire voilà, la meilleure direction que je pressens, l'intuition que j'ai, c'est qu'il faut aller dans cette direction, sachant que ça fera des mécontents de part et d'autre, qu'on dit parfois dans les départements ou sur les sujets fonciers, il y aura des ingrats et des aigris, mais il faut décider. Et le plus important aussi pour un leader, quel qu'il soit et quel que soit le niveau de responsabilité, c'est d'essayer de convaincre autour que c'est la bonne décision, amener des arguments, déployer, expliquer, bien présenter une décision ponctuelle dans un contexte global. Alors je le dis à l'échelle de la FNSEA,
Et vous imaginez bien que c'est compliqué aussi à l'échelle du COPA, puisqu'il y a 27 pays, la barrière de la langue, donc les traductions, même si je parle anglais à peu près couramment, c'est pas si simple que ça sur des discussions très techniques d'arriver à se comprendre parfaitement. Alors, comment expliquer ce parcours, me demandez-vous? Bon, d'abord, il y a l'envie de faire des choses et d'agir pour le collectif, ça c'est indéniable. Quand on a vraiment envie de le faire, on s'organise. J'ai eu l'occasion de vous le dire, je vous le redis. Déjà, il faut avoir un mari qui comprend et qui accepte que la vie soit plus chahutée, qu'on ne soit pas tous les soirs à la maison, qu'il ait un peu plus la responsabilité des enfants, de la maison et de l'exploitation. J'ai la chance d'avoir Thierry, un mari qui accepte ceci parce qu'il partage le même idéal professionnel et le même idéal de vie que moi et que nous sommes en phase. Ça, c'est essentiel, sinon ça ne tient pas longtemps. Et ensuite, s'organiser matériellement. Et je dois beaucoup à mon président de FDSEA, Jean-Marc Lézé, qui était président des jeunes agriculteurs. Il dit, nous, on souhaite que tu ailles à Paris, on te met à disposition le service de remplacement dont tu as besoin. Si c'est une jeune fille, au lieu d'être un jeune garçon qui va dans l'élevage, tu nous dis et on trouve et on prend en charge. Ça a été déterminant. J'aurais pas eu quelqu'un à la maison pour s'occuper des enfants qui avaient à l'époque 2 ans et 5 ans, je ne serais pas partie 3 jours par semaine. Parce que je suis très, très, très famille et je n'aurais pas pu partir de cette façon-là. Donc, je sais que Jacqueline est très attachée à essayer de développer cela avec la sérénité et la prise de responsabilité d'agricultrice. C'est quelque chose qui est extrêmement important. Ensuite, il faut accepter de travailler beaucoup, de dormir peu, de passer beaucoup de temps au téléphone. Mais ça, c'est la responsabilité, qu'elle soit féminine ou masculine. C'est aussi accepter de ne pas tout faire. Et ça, c'est difficile pour moi. J'aime cuisiner, j'aime travailler dans l'élevage, j'aime jardiner, j'aime faire de la couture, j'aime faire plein de choses, j'aime faire du bricolage avec mes enfants. Et c'est vrai que j'ai dû renoncer à pas mal de choses en raison de mes responsabilités. Ça veut dire que heureusement que j'ai trouvé des satisfactions dans mes responsabilités, sinon j'aurais été triste. Et être triste, ça ne me ressemble pas. Donc, je crois que quand on est responsable, il faut qu'on soit optimiste et battant. Si on traîne sa misère et qu'on n'est toujours pas souriant ou la tête pleine de soucis et que ça se voit, on ne donne pas envie aux gens de nous suivre. Quand on va animer une assemblée générale ou qu'on aille, les gens qui viennent vous écouter, ils viennent vous écouter non pas pour écouter des doléances, ils viennent écouter un projet, un espoir, une action. Et beaucoup disent « Ah ben c'est bien, quand on vient, ça nous redonne le moral ». Les agriculteurs qui viennent à une assemblée générale, si c'est quelqu'un qui pleure tout le temps et qui ne dit que des choses négatives en n'ouvrant aucun horizon positif, ça ne rend pas service au département qui accueille. Il y a des possibilités de positiver aujourd'hui sur un certain nombre de sujets, mais c'est vrai que c'est un optimisme de combat, un optimisme de militance et un optimisme nourri aussi de ce que les agriculteurs attendent d'une part, que je vois dans leurs yeux et dans leurs expressions, mais nourri aussi de la connaissance et de la capacité à faire tout ce que la FNSE a fait grâce à son réseau et grâce à ses collaborateurs. On a quand même la chance d'avoir tous les mercredis matins, et je très bien, le bureau du mercredi, le sein du sein, c'est des dossiers exprimés, c'est des dossiers qui avancent, c'est des porteurs de projets extrêmement compétents et on partage ainsi. C'est un conseil d'administration, c'est une commission économique, c'est un comité de coordination des AS, ce sont des commissions. Il y a une force de travail qui est inimaginable et on a des experts avec nos salariés qui nous donnent énormément de capacité à progresser, à grandir aussi et à régler des problèmes. Et on en règle plein et malheureusement, ce que je regrette, c'est que comme souvent le train avance très vite, on ne prend pas le temps du rendu compte, c'est de restituer les avancées et ce qui est positif. Certes, on fait des plaquettes, les acquis syndicaux, bon, on les met dans le cartable, on les emmène parfois, mais les agriculteurs ont beaucoup la culture de l'oral. C'est-à-dire, on comprend comment ça avance dans l'échange. On est très attaché à l'échange plus qu'à lire 10 articles. Et ça, il faut qu'on l'intègre. D'où l'importance d'utiliser plus les supports vidéo, les capsules, les vidéos. J'ai vu que vous avez passé la petite vidéo, la belle vidéo ensemble sur la promotion des produits. Elle est magnifique, hein. La petite histoire de la grande histoire, c'est que j'ai passé 4h30 le dimanche à régler la question de la gratuité des droits de la musique des Frangines et de Vianney
qu'on n'arrivait pas à voir. 24 heures avant la conférence de presse, on n'avait pas encore le go pour la musique, ce qui aurait été super dommage. Mais le plus important, c'est d'avoir réussi. Ça mange beaucoup de temps, mais c'est une vraie satisfaction après. Et travailler de cette façon-là et progresser, c'est aussi gratifiant pour soi. Moi, je mesure la chance qui est la mienne d'avoir rencontré des gens formidables grâce à mes engagements, des gens que je n'aurais pas connus autrement, mais leur expérience de vie, leurs témoignages m'enrichissent aussi. Quand je vois vos visages, j'ai avec chacune de vous des souvenirs, des moments avec Agnès au SPACE, par exemple, quand on se retrouve toutes et que sur le stand, sauf cette année, cette capacité à parler, échanger et accueillir sur le stand avec... alors, c'est Antoine Lepers, donc c'est pas Antoine, hein, c'est bien toi qui es là. Et on s'est croisés à l'IFOCAP et on s'en rappelle, même si on ne se souvient pas tous les prénoms, les visages marquent et ce sont des souvenirs, des petits mots glissés à une assemblée ou quand on descend de la tribune et qu'à la fin, on se rencontre et qu'on partage un petit verre, etc. C'est des moments volés à l'agenda qui font du bien et qui sont d'un carburant pour les responsables que nous sommes. Donc, moi, je trouve qu'il faut parler aussi de ce qu'apporte la responsabilité. Jacqueline le sait très bien, Cathy aussi, et toutes celles qui siègent au conseil d'administration. Certaines nous ont rejoints cette année, prennent bien leur place. C'est aussi savoir accueillir les nouveaux et les nouvelles responsables parce qu'on en a besoin. Alors, il y a une question qui revient, et puis Jacqueline l'a posée. Comment faut-il faire pour attirer plus de femmes? C'est une question récurrente, hein, c'est une question qui revient souvent. Moi, j'ai jamais été une fan des quotas. J'ai toujours eu du mal quand les politiques, les hommes politiques d'ailleurs, ont parlé de quotas pour avoir plus de femmes en politique. Il y avait une blague, une boutade qui disait savez-vous quel est le féminin de député? Vous savez pas? Le féminin de député, c'est suppléante. Parce qu'il n'y avait pas de femmes députées. Par contre, beaucoup d'hommes prenaient une femme comme suppléante pour montrer qu'ils étaient très attachés à ce qu'il y ait des femmes aussi. Moi, je crois que je n'aimerais pas qu'on en arrive à avoir des quotas. Et je crois beaucoup plus au témoignage de ce qu'on porte et de ce que l'on est. C'est vrai que la FNSEA a fait le choix d'avoir une présidente. Il n'y a quand même pas beaucoup d'organisations qui font ce choix-là, élues puis réélues. Alors, celle qui avait ouvert le bal, c'était Jeannette Gros, qui a été présidente de la MSA. Ça a été la première femme présidente d'une des organisations du CAF, une importante organisation agricole qui est la MSA, qui avait un charisme énorme, une gentillesse incroyable et qui était très travailleuse. Et ce sont des gens qui m'ont beaucoup aidé, c'est Marie-Louise Marie et autres. Et il faut que nous-mêmes, nous donnions une image positive de l'engagement et que nous allions chercher d'autres femmes. Et il faut aussi que dans les conseils d'administration, ou que ce soit chez les JA, à la FNSEA, dans les coopératives, dans nos associations spécialisées, on puisse faire la place à des femmes. Que les femmes n'aient pas peur de se jeter à l'eau. S'il y a besoin de formation, qu'on puisse accompagner par la formation. S'il y a besoin de services de remplacement, qu'on trouve le service de remplacement qui correspond aux besoins. Selon qu'on a une crèche ou pas à proximité, ce n'est pas les mêmes besoins. Selon qu'on est beaucoup impliqué dans l'exploitation et que c'est une exploitation où il y a des animaux ou une exploitation où il n'y en a pas, il n'y a pas la même astreinte et donc les besoins en remplacement ne sont pas les mêmes. Selon qu'on est dans un GAEC multi-associé ou selon qu'on travaille en couple avec son conjoint, les besoins des unes et des autres sont très, très, très différents. Mais je souffre quand même qu'on n'arrive pas à faire mieux en termes d'accueil de nouvelles agricultrices. Alors, dans certaines fédérations, il y a pas mal de femmes. Alors, Maine-et-Loire, on a la chance d'avoir pas mal de femmes, hein, et y compris chez les jeunes agriculteurs. Il y a de très, très belles recrues chez les JA aujourd'hui. On a la chance d'avoir des JA très dynamiques aussi, ce qui fait que c'est une très belle pépinière et on les guette à la sortie. Certains départements qui n'avaient pas d'agricultrices, c'était vrai dans certains départements de grande culture, commencent à avoir des très belles participations d'agricultrices. Je crois que c'est plus lié à des personnalités qu'à des modes de production ou à des cultures. Et c'est pas lié non plus à la facilité d'accès à Paris. Quand je vois Marianne Dutoit du Gers aller à Toulouse pour prendre l'avion, quand je vois Sophie Alzieux qui est, j'allais dire, au fin fond de notre pays, tout à fait au sud, là-bas, je crois qu'elle était là ce matin, je ne sais pas si elle est là encore, je ne vois pas ses initiatives. Ou
d'autres, Cathy pour venir du Doubs, etc. Hélène, Agnès Finistère, voilà, c'est pas le pourtour de Paris qui nous fournit en agricultrice, c'est vraiment de partout en France que certaines militantes convaincues, battantes, le font. Donc, il faut vraiment se faire violence parfois, vaincre la peur de ne pas y arriver, vaincre la peur de ne pas être à la hauteur, vaincre aussi le regard des autres dans sa commune, quand on part souvent, qu'on laisse son mari, ses enfants, avec parfois des critiques un peu pas très sympathiques de l'environnement, il faut assumer. Et puis, il faut se sentir utile. Le plus important, c'est que en fin de journée, quand on ferme le cartable, les dossiers, l'ordinateur, on se dit bah, tiens, aujourd'hui c'était une belle journée, on a conduit telle réunion, on a fait tel dossier, on l'a fait avancer et les choses avancent et pouvoir engranger de cette façon-là. Donc, moi, je ne me pose pas de questions et je regarde plus souvent devant que derrière. C'est vrai que j'ai 59 ans aujourd'hui et toujours, quand les gens me présentent, ils font tout le déroulé, là, ça fait un peu peur. Mais je pense plutôt à ce que je n'ai pas eu le temps de faire qu'à ce que j'ai fait. Et j'ai envie encore de donner pas mal de temps parce que je me sens utile. Le jour où je me sentirai plus utile, je quitterai. Mais j'ai plaisir à faire ce que je fais et on lit dans le regard des gens, des agriculteurs, des agricultrices, quand on a la chance d'aller en assemblée générale. Là, je ne vous cache pas que ne pas aller en département, c'est une privation. Hein, parce que ces moments d'assemblée générale, c'est des vrais bons moments aussi de communion dans des salles. Les agriculteurs en ont besoin, mais les responsables aussi. Donc, se sentir utile, travailler, engranger, ça va restituer et donner envie à d'autres de s'engager en responsabilité. Christiane, on voulait aussi que tu nous parles un petit peu du COPA. Alors, le COPA c'est 17 salariés basés à Bruxelles. C'est un secrétaire général, donc un rôle politique important parce que quand on siège au COPA, on n'est pas à Bruxelles toutes les semaines. Là, je ne vous cache pas qu'avec le Covid et la Belgique qui a le record de taux de Covid dans son pays, ça ne donne pas envie d'y aller, puis de toute façon, on n'a pas le droit. Le COPA représente 22 millions d'agriculteurs et leurs familles. La COGECA, qui est associée à nous, représente les coopératives. Et il y a 22 000 coopératives. Nous avons 27 pays membres. Dans certains pays, il y a plusieurs organisations membres. En Italie, il y en a 3, par exemple, la Coldiretti, la Confagricultura et la CIA. Et donc, au total, nous avons 71 organisations membres. 71. Donc, quand on réunit le présidium du COPA, c'est une très grande salle où il y a 120, 130 personnes. Donc, les interprètes, forcément, parce qu'il y a l'interprétariat en 6 langues. Et le COPA est une instance qui représente les intérêts des agriculteurs, ce qui lui donne la possibilité de rencontrer la commission, assez souvent, les commissaires, donc très souvent le commissaire en charge de l'agriculture, mais le commissaire en charge de la santé, le commissaire en charge du commerce, la commissaire en charge du commerce qui a remplacé Phil Hogan et notre invité au présidium, c'est-à-dire l'équivalent du conseil d'administration qui se tient mardi. Et c'est l'occasion d'exprimer directement le ressenti des agriculteurs. Tous les mois, il y a un conseil des ministres de l'agriculture européen. Et donc, tous les mois, 30 minutes, j'ai un échange avec le ministre du pays, président, pendant les 6 mois. C'est-à-dire que là, depuis 2 fois déjà, j'ai eu un échange direct avec Madame Julia Klöckner, la ministre allemande de l'agriculture, très jeune, très dynamique, très tonique, qui préside le conseil. Nous avons aussi énormément de groupes de travail, dont beaucoup sont présidés par des Français. Il y a plus de 25 groupes de travail thématiques qui fournissent de la matière. C'est un peu comme nos commissions au sein de la FNSEA. Il y a aussi des groupes de débat public, puisque ce sont des groupes qui dialoguent avec les ONG, la société et divers représentants. Je vous donne un exemple, je vois des Bretonnes ici. François-Régis Huette, qui est producteur de porc dans le Morbihan, est président du groupe civil de dialogue et expert bien-être animal, reconnu à Bruxelles. Il est très reconnu sur le sujet. Thierry Roquefeuille, président du lait en France et président du groupe lait. Michel Boudouin, qui est présidente de la FNO, la Fédération nationale ovine, et présidente du groupe ovin européen. Voilà, c'est beaucoup de représentants de l'FNSEA et de CESAS qui sont dans ces groupes de travail. Et nous avons un bureau tous les mois et un conseil d'administration
tous les 2 mois. Et dès que je pourrai être plus souvent à Bruxelles, j'aurai un certain nombre de rendez-vous physiques avec différents dirigeants. Je ne vous cache pas que les visios, c'est bien aussi parce que ce qui est compliqué dans les responsabilités internationales comme celle du COPA, c'est quand il faut aller à l'autre bout de l'Europe pour intervenir 20 minutes pour ouvrir un colloque ou intervenir à un colloque. Ça fait 2 jours de déplacement pour parler 20 minutes et pour écouter 2 heures. J'avoue que dans ce cas-là, la visio est certainement une habitude que je vais garder. Alors, j'ai beaucoup hésité avant de prendre la présidence du COPA. D'abord parce que j'adore la responsabilité FNSEA qui me mobilise beaucoup et j'aime beaucoup aller dans les départements. Et il y a beaucoup à faire et on a engagé beaucoup de changements. J'avais fait le choix de ne pas avoir 36 responsabilités, mais de me focaliser sur la FNSEA. Donc j'avais quitté toutes les autres responsabilités. Je n'ai que la présidence de la FNSEA et mes responsabilités départementales, vice-présidente à la Fédé, à la Chambre et à la Chambre régionale, et administrateur au Crédit Agricole, c'est tout. Donc c'est quelque chose qui me permet d'être tout à fait disponible pour la FNSEA et de vraiment faire bouger les lignes et changer les choses. Mais aller à Bruxelles en ce moment, au moment où la PAC est débattue, c'est extrêmement important. Vous savez que Bruxelles est un lieu d'influence. C'est en ce moment que les lignes s'écrivent sur le Green Deal, le pacte vert, sur la stratégie de la ferme à la fourchette, l'alimentation, alimentation et santé, comment avoir la multiperformance. Alors dans des pays qui sont très avancés sur ce sujet, et puis des pays pour lesquels c'est que contrainte, les pays de l'Est, pour certains d'entre eux, ne voient que les contraintes dès qu'on parle d'environnement. Donc c'est aussi arriver à construire des équilibres. Mais bon, vous qui me connaissez bien, vous savez que j'ai du mal à ne pas dire ce que je pense, ou on peut dire autrement, j'ai du mal à dire ce que je ne pense pas. Donc de temps en temps, c'est vrai que ça décape un peu. La semaine dernière, face à Frans Timmermans, donc il porte le pacte vert et qui a beaucoup critiqué la PAC en disant qu'elle n'était pas assez verte. Il avait passé 1h30 avec Greta Thunberg la semaine d'avant, en conférence de presse, pour critiquer la PAC. Et je lui ai dit, vous avez ici 122 représentants agricoles qui ne manifestent pas dans la rue tous les vendredis pour le climat, mais qui sont des climato-acteurs. Et c'est aussi ces personnes-là qu'il faut écouter pour prendre vos décisions et faire des études d'impact qui correspondent aux vrais impacts qu'auront vos décisions à l'avenir. Et mon secrétaire général m'a envoyé un en visio, on ne peut pas se parler, on n'est pas côte à côte, en me disant « Oh, quel clash, quel regard quelles étincelles dans le regard de M. Timmermans avec qui il était ». Je crois qu'il a été surpris du côté direct du propos. C'est aussi ça, je crois, qui caractérise les agricultrices, les femmes. La sincérité dans ce que l'on fait, la spontanéité, et parfois aussi peut-être ne pas s'embarrasser avec des fioritures ou des principes, mais aller droit au but et dire les choses très directement. En tout cas, moi, c'est mon tempérament. Je n'ai pas été tendre tout à l'heure avec Madame Pompili, c'était un peu dur en expression, il y a eu quelques décibels. Je lui ai signifié à la fin notre profond désaccord, puisqu'elle prend une décision que nous ne cautionnons absolument pas, ce qui me dégage de toute responsabilité d'avoir cautionné telle ou telle décision, mais par contre, on devra assumer les suites de ces décisions. Donc voilà, c'est essayer d'agir, d'influencer, et puis quand ça ne se passe pas comme on veut, être capable de dire « je suis d'accord jusque-là, mais à partir de là, je ne suis plus d'accord du tout », la négociation s'arrête et je dirai mon désaccord. Voilà. Écoute, merci Christiane, hein. Ça nous fait toujours plaisir de t'entendre. Et puis un petit peu de nous remotiver parce que bon, le fait c'est vrai, de pas se retrouver, il y a des moments d'échange c'est vrai qu'ils sont quand même réduits et qui sont toujours précieux. Bah, tu l'as dit, hein, pour le réseau et c'est vrai pour les agricultrices aussi. On a apprécié, enfin énormément l'intervention de Arnaud ce matin. Moi, j'ai retenu des mots qu'il a dit et on a besoin de positif, comme tu l'as dit. Tu as parlé de l'optimisme de combat et de militants. Je pense que ça, faut qu'on s'y attache. Il faut qu'on se re-challenge. C'est ce qu'a dit Arnaud, mais se re-challenger, c'est pas facile à dire. Pour retrouver des adhérents et des adhérentes, parce que c'est notre socle. C'est notre socle qui va nous donner les moyens aussi après, derrière. Et puis, il faut qu'on ait une passion. Enfin, on a bien vu Sophie Alzou a témoigné sur son parcours, parce que je souhaitais qu'elle témoigne pour montrer que c'était accessible.
Et elle l'a fait brillamment et tout simplement, et elle a bien passé les messages. En fait, c'est sa passion qui l'a amenée aux responsabilités et qui la porte aussi. Ça, c'est très important. Et avec des mots très simples et une notion de choix aussi. Bien choisir les choses en temps et en heure en fonction de son parcours aussi. Et de sa détermination, mais je pense qu'on a besoin de détermination. Et puis la force du groupe, hein, la force de notre réseau, elle est hyper importante. Et moi, je voudrais vous dire encore deux choses. Là, vous m'avez demandé un témoignage sur l'engagement, je n'ai pas parlé d'actualité, mais en quelques phrases. Mesurer le chemin parcouru depuis le Covid. Il y a un an, on ne nous parlait que de montée en gamme et il y avait beaucoup de critiques en direction de l'agriculture et personne ne mesurait le rôle nourricier des agriculteurs et des agricultrices. La crise Covid a mis en avant l'importance de l'alimentation. Le président de la République a dit le 12 mars à 20h20, confier notre alimentation et notre santé à autrui serait folie. Nous devons reconsidérer notre souveraineté alimentaire, nous devons produire notre alimentation, relocaliser les industries, l'alimentation. Vous vous rendez compte du changement? Nous sommes une activité indispensable, la production agricole. Ça a fait du bien à beaucoup d'agriculteurs. Les soignants ont été applaudis, mais aussi les producteurs ont été applaudis. Celles d'entre vous qui vendent en direct savent très bien qu'il y a eu un regain d'intérêt pour la vente directe. On a eu une séance de travail avec les responsables de Bienvenue à la ferme des chambres d'agriculture qui nous disent chez certains agriculteurs, ils ont multiplié par 2, voire par 3 les ventes le vendredi et le samedi matin. Certains ont gardé plus 30% de chiffre d'affaires de vente. Il y a une demande énorme aujourd'hui d'aller habiter à la campagne, qualité de vie. Et là, les agricultrices ont un rôle énorme pour faire des saluts, accueillir, venez dans ma ferme. Alors, quand on en aura fini du confinement et des gestes barrières et de tout ça, mais ces nouveaux arrivants, il ne faut pas qu'ils arrivent avec des idées négatives. S'ils sont accueillis, si on va les voir, et là, vous avez un savoir-faire plus que d'autres. Donc, la souveraineté alimentaire et la souveraineté alimentaire telle que nous l'avons portée avec notre manifeste, vous l'avez vu, je suis sûre que vous l'avez eu en main au moins une fois, c'est un formidable rebond pour la profession agricole. Et puis, la deuxième chose, elle est plus légère. Jacqueline, tu as dit que ça fait énormément plaisir de se revoir. Vous savez que beaucoup d'entreprises font des apéros Zoom. Là, vous êtes en assemblée générale, rien ne vous empêche, dans une semaine, dans 2 semaines, ou le 31 décembre à 14h, à moins que vous prépariez tout le réveillon, vous réorganisez une réunion Zoom de ce type-là, vous préparez tous une petite tablette de charcuterie, de fromage et puis un bon verre de cidre ou de vin et je ne sais pas quoi, et vous vous retrouvez. On en a besoin. Et les entreprises, certaines entreprises, tous les vendredis soirs, connectent leurs salariés qui sont en télétravail pour qu'ils échangent entre eux. Alors, la FNSEA n'a pas les moyens de faire livrer des plateaux d'apéro à tout le monde, mais font livrer des petits plateaux à déguster. Ah, j'en vois une là-bas qui dirait pourquoi pas. Et partager aussi des moments comme ça ensemble. De toute façon, on va être obligé, on le fait avec nos enfants qui sont à l'autre bout de la France, on va le faire avec ceux qu'on ne pourra pas réunir parce que 6, c'est quand même pas beaucoup pour se réunir. Voilà, gardons ces habitudes et ce lien-là. Et à la Fédé du Maine-et-Loire, tu te rappelles, Jacqueline, et j'ai vu qu'Hélène Brault était là aussi, ce sont les aînés qui nous avaient demandé de les former à la maîtrise de l'informatique pour pouvoir communiquer avec leurs petits-enfants. Nous toutes, on s'est formés à Zoom extrêmement vite, à ces nouvelles façons de faire les réunions, mais à cette nouvelle façon de partager, d'échanger. Vous savez, quand on fait le bureau de la FNSEA, en général, on ouvre 10 minutes avant, et là, ça papote, ça y va, ça chambre, ils sont contents de se retrouver, et à la fin de la réunion, on garde 5-10 minutes où on est encore connecté, parce qu'en se voyant, tout le monde est capable d'échanger. Voilà, c'est une nouvelle façon d'être et de correspondre, en quelque sorte, et il faudra capitaliser les meilleurs moments de ce qu'on aura appris pendant ce confinement. Mais gardons de l'optimisme et soyons nous-mêmes porteuses d'optimisme. Et puis, une maman, c'est pareil, elle ne peut pas être négative tout le temps. Je crois qu'il y a un ressort et un sentiment qu'on se doit d'être optimiste pour les gens qui nous entourent. On accueille nos enfants qui ont des problèmes de boulot, de santé, mais qui viennent pour le week-end. Si on les accueille avec un visage triste, ça marche quand même moins bien, quoi. On a envie d'amener du réconfort. Et bien, ce qu'on vit dans la famille, avec des sentiments très personnels vis-à-vis de ses enfants, on le vit dans un GEC, on le vit dans une CUMA. Nous, dimanche, c'est le repas de la CUMA. On est tous contents de se retrouver autour d'une bonne table, parce qu'au-delà du boulot, on partage d'autres choses. Et ce que vous partagez dans votre commission, c'est aussi ça.
Et c'est un petit peu un plus de convivialité que vous êtes capable d'apporter. Alors, il ne faut pas dire que la convivialité, c'est exclusivement féminin, mais je dis qu'on a peut-être un petit peu plus besoin que d'autres de le dire et de l'exprimer, de le ressentir. Écoute, merci Christiane. Est-ce que qui souhaite intervenir par rapport à ou des questions à poser à Christiane? Non. Écoute, enfin, moi je voulais surtout te remercier pour tout ce que tu fais, Christiane, hein, toute l'énergie que tu fournis. Et je pense que ces communautés, enfin, ça se ressent aussi dans le réseau. Et il y a Catherine qui lève la main là-haut. Bonjour Christiane. Bonjour. Je voulais laisser la parole aux filles, mais je vois que voilà, ça. En tout cas, je tenais à te remercier de l'accueil que tu as fait quand tu es arrivé au bureau, parce que voilà, tu m'as bien accueilli. Et même nos collègues féminins et masculins, tous m'ont bien accueilli. Et c'est vrai que je reviens sur tous tes propos parce que je l'ai vécu, je le vis encore. Et je pense que c'est en en allant en réunion qu'on apprend aussi. Et des fois, c'est vrai que tu es venu me chercher en me disant tu viendras au bureau de la FNSEA. Je pense que tu dois attraper ma réponse. Je t'avais dit non, c'est pas pour moi. et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'en plus, c'est une grosse année, la Pâques. Donc, pour moi, voilà, j'ai quand même une grosse responsabilité vis-à-vis de ma région. J'ai souci pour jeudi, hein, je le dis, parce que je sens que la pression arrive gentiment et que je ne sais pas si je vais faire le maximum pour être à la hauteur pour ma région. Mais c'est vrai que on appréhende toutes. Il y a des formations. Moi, j'ai encore pas eu le temps d'en faire une ou deux parce que voilà, je me mets gentiment dans le bain. On m'a redonné d'autres responsabilités qui me tenaient à cœur aussi, avec le service de remplacement. Ça, c'est des choses qui étaient au départ, on va dire, ma ligne de mire, entre guillemets, vis-à-vis de mon département aussi. Et je pense que tu nous as montré un bel exemple, Christiane, parce que voilà, on a su que on pouvait, nous, femmes, prendre des responsabilités. Et je pense que on a toutes des barrières devant nous, c'est vrai. Mais à un moment donné, je crois que, comme tu l'as dit, si notre mari et notre famille nous donnent le feu vert, on part quand même plus sereinement de la maison et on revient avec un sourire. Et ça, c'est le bonheur de nous, d'une femme. Quoi. Voilà. Merci beaucoup, Cathy. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent parler? Emeline. Oui, donc Emeline Dudou, je tenais à remercier Christiane de son engagement, hein, premièrement, et de tout le travail qu'elle fournit, et de la remercier d'être là aujourd'hui parce que je pense que dans un emploi du temps bien chargé, il faut savoir se dégager un petit peu de temps, c'est pas toujours facile. Et surtout la remercier parce que après ce qu'on a entendu, et je sais qu'il y a plusieurs personnes agricultrices aujourd'hui du Doubs qui écoutent, on était à peu près 5 sur la journée à écouter. Et je sais combien c'est important quand Christiane parle, souvent elles me disent après, quand même, ça leur fait du bien, ça les remotive. Et je tenais à lui dire parce que ça nous remotive toutes. Et encore une fois, on va repartir un peu plus motivés ce soir, notamment grâce à la journée qu'on vient de passer ensemble et grâce à l'intervention de Christiane. Voilà. Merci beaucoup. Pour te dire, Christiane, également, qu'on a eu donc le privilège, parce que jusqu'à maintenant, Marianne Chapa avait toujours boudé la Commission nationale des agricultrices. On a eu la ministre à l'égalité, et bon, qui a fait un bon discours et qui a bien reconnu les travaux de la FNSEA. Bien. C'est voilà. Très bien. Je vous félicite pour cette invitation. J'ai eu l'occasion de l'entendre et je l'ai trouvée très, très intéressante. Ça permet aussi de recréer une dynamique. Elle a parlé de synergie et moi, je pense qu'il faut qu'on rebondisse la synergie avec les instances, les institutions, avec les entreprises et les associations, dont le syndicalisme. Et je pense que et ça, pour la dynamisation et la représentation des femmes, je pense qu'on essaie de créer une synergie entre tout ça. Parce que bon, on travaille quelquefois aussi un petit peu en silo à certains moments. Oui,
enfin, il n'y a pas toujours l'écho qu'on voudrait aussi auprès des ministères. Donc, tu vois, Je crois qu'il y a Agnès qui voudrait parler, il me semble. Mais mets le micro. Ouais, voilà. Bon, ben, là, on a eu beaucoup de femmes très, très, très positives. Donc, je pense que les filles vont quitter l'AG avec un grand sourire, avec une grande banane. Je te remercie. Mais Cathy a dit quelque chose de très important tout à l'heure. Elle dit elle a beaucoup hésité, mais elle peut aussi, elle l'a dit, je crois, témoigner que dans nos équipes qui sont majoritairement masculines, il y a beaucoup de gentillesse à l'égard des femmes qui arrivent. Cathy comme Jacqueline ont été bien accueillies au sein du bureau. Quand elles posaient des questions parce qu'elles ne savaient pas, plusieurs essayaient d'apporter la meilleure réponse ou de donner une réponse simple pour que chacun se sente à l'aise. Je crois que dans le syndicalisme agricole, on a cette chance-là. Ce n'est pas les requins qu'on peut voir à tel ou tel endroit. Donc, ça aide à se sentir à l'aise, c'est important. Et ce qui est encore plus important, c'est de dire, je retourne chez moi avec le sourire. Et ma famille, mon mari, mes enfants sont contents de me voir avec le sourire. Et moi, j'avais entendu une expression que j'ai bien aimée lors d'une formation sur l'engagement, c'est on peut rester chez soi tranquille avec ses chaussons, son canapé, on finit sa journée, on boit un petit thé tranquille, on se met dans le canapé avec des chaussons et un bon bouquin. On vit en seconde. Voilà, on vit en première, on vit cool, mais franchement, qu'est-ce qui reste après quoi? Moi, il vaut mieux avoir des vies un peu plus compliquées, chahuter, se lever tôt, rentrer, etc. Parce que c'est compliqué de se déplacer, prendre le train, aller, venir, etc. Travailler beaucoup, ne pas avoir toujours une vie bien orchestrée. Mais bon, voilà, on vit en première et on ne vit pas en seconde classe. On assume ses passions et puis ça contribue aussi à un certain équilibre dans la famille et dans le couple. Et puis les enfants sont contents d'échanger avec un papa ou une maman qui ont plein de choses à raconter quand ils rentrent le soir, qui ont vu des gens, qui ont eu des expériences. Parce que parfois, les solutions des uns deviennent nos propres solutions sur nos exploitations. On apprend des choses sur la façon de faire à l'autre bout de la France, et on revient chez soi en disant, dis donc, la conduite du pâturage à tel endroit, j'ai vu ça, c'était super bien. Oh, et ce qu'il a mis dans son bâtiment, c'est génial. La façon dont il gère ses relations commerciales, c'est ça, c'est une plus-value de la responsabilité et ça apporte énormément. Donc, sachons dire aussi beaucoup tout ce que la responsabilité nous apporte. On donne, mais on reçoit beaucoup aussi et on reçoit personnellement et on reçoit professionnellement. Eh bien, merci Christiane. Merci à vous. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous embrasse toutes virtuellement parce qu'on a le droit virtuellement. J'espère qu'on se reverra très vite, très bientôt. Merci d'avoir pris le temps de participer à l'AG avec Jacqueline. Et puis, félicitations à Jacqueline pour le travail qui est fait. Il est très, très important. On n'a pas pu faire ferme ouverte cette année, malheureusement, parce que Covid oblige. Mais quand j'entends tout le monde dire « faut communiquer plus, faut communiquer plus, faut communiquer plus », tout le monde dit « faut communiquer plus ». Et une dernière chose, mesdames, sur les réseaux sociaux, postez des choses positives, postez vos animaux, postez du travail, poussez les choses positives, aidez-nous. C'est là que... Et vous avez, vous, une capacité à le dire avec des mots simples et compréhensibles, qui est compréhensible tout public. Les femmes ont un atout dans cette communication, vraiment. On a besoin de vous. Merci Christiane. À bientôt. Merci. À bientôt, bientôt. Donc, moi,